Bonjour et bienvenue, ravi d'être avec vous ce matin dans votre émission, dans votre matinale Bonjour d'Algérie. Je suis ravie de vous accompagner pendant 1h30 dans votre émission. Et ce matin, nous reviendrons comme pendant tout ce mois d'octobre sur le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Karima Achour. Donc, elle est chef de service chirurgie thoracique et du sein au sein du CHU Lamine Ben Deber à Bab El Oued. Donc nous reviendrons toujours comme je vous l'ai dit, pendant tout ce mois sur l'importance du dépistage et de la sensibilisation pour dépister le cancer du sein. Donc nous saurons tout et avec donc l'association qu'elle préside. Nous parlerons aussi donc d'histoire, mais l'histoire à travers la BD. Nous recevrons Ben Youssef Abbas Kibir, donc il est un BDiste de renom en Algérie, puisqu'il se penche, il a une spécificité, c'est qu'il se penche sur l'histoire glorieuse de notre pays à travers la bande dessinée. Nous resterons toujours aussi dans l'histoire, puisque nous parlerons des programmes de Canal Algérie avec Hassan Arabe dans son émission. Il revient sur l'histoire de notre pays dans ses nombreuses émissions. Il sera là ce matin pour nous parler sur un pan de l'histoire bien précis. Et nous finirons avec Yazid Aït Mahidine. Lui, comme d'habitude, il nous amènera au gré de ses pérégrinations et nous verrons ensemble ce qu'il a pour nous ce matin. Voilà, ça sera tout pour notre matinale. J'espère que vous passerez un agréable moment avec nous. Et nous commençons toujours avec la météo avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, de la brume matinale sur les régions Est, puis le ciel restera dégagé, à partiellement voilé tout au long de la journée, d'Ouest en Est. Par contre, les régions sahariennes, eh bien, le ciel se montrera souvent voilé tout au long des frontières algéro-maliennes, le Gartassili, le Sahara central, également le Béchar, accompagné d'orages durant la journée, mais ailleurs rien à signaler. Le soleil sera bel et bien présent et à noter des sommets de sable du côté de Tindouf, le long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central. Les températures, eh bien, quant à elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois le maximum 31 degrés Tizi Ouzou, Rolizanch, le Fain de Flight, Tlemcen, 28 degrés du côté d'Oran, Alger, Annaba, Djelfa et Batna également, 26 degrés vers Al-Biyad. Au sud, 29 degrés seulement, Tamanrasset et Janet, 31 Béchar, Gardaya et Biskra, 32 Ilizi, 36 degrés Adrar, Insalah, et le maximum cette fois-ci vers l'extrême sud, 38 à 39 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest avec des vents faibles vers les côtes ouest 10 à 20 km/h, 20 à 30 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront de secteur est à nord-est sur toutes les côtes. Et bien sûr, on va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera nuageux et pluvieux à Moscou, également Kiev, dégagé à partiellement voilé à Londres, également Berlin, Madrid, Lisbonne, des passages nuageux à Vienne, plutôt dégagé à Paris, Rome, Istanbul. Le mercure affichera un minimum de 4 degrés seulement à Moscou, 11 à Kiev, 24 à Istanbul, également Londres, 14 à Berlin, 27 à Paris, 30 à Rome et enfin 31 degrés le maximum Lisbonne et Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, c'était le point météo présenté par Amel Laribi et nous entamons notre matinée toujours en musique. Je vous propose d'écouter Mariam Azali.
الشمس تهبي تحت قدامك غير تمشي ما تحس بيش اش صار على جالك في غرامك ورات ناس عيبها كل واحد يقول انا نجيبها حسبه ما عندك شنتين يا وراكي في غفلة رايحة وين رايحة وين يا الشمسي تهبي C'était Myriam Lazali qui nous interprétait Raiha Win. Et donc on continue, notre émission continue. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, j'ai le plaisir ce matin de recevoir le professeur Karima Achour. Bonjour professeur Karima Achour. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà, merci pour l'invitation. Alhamdulillah. Donc marhaba bik, soyez la bienvenue. Donc vous êtes chef de service de chirurgie thoracique et du sein au sein du CHU Lamine Beddebber à Bab el Oued. Oui, ça fait 10 ans que je suis là-bas. On a monté une unité de thoracique et ça fait 3 ans, on a remonté, on a créé une unité de cancer du sein devant la forte demande des patientes. Voilà, très bien. Donc, on va commencer par déjà faire une petite mise au point. Donc, quel est, on va dire, l'intérêt maintenant de nos jours de la jante féminine au dépistage? Est-ce que l'intérêt est beaucoup plus important que les années précédentes? Non, pas plus important. Ce que je dis dans le mois d'octobre, ce n'est pas d'en parler que le mois d'octobre. Nous, on fait une analyse de nos activités au cours de l'année, pendant le mois d'octobre, et on voit quelle est notre nouvelle feuille de route qui va suivre, par exemple, pour 2023-2024. Pourquoi un mois et pas un jour? Un mois parce que c'est un fléau. C'est un vrai problème de santé publique qui touche les femmes. On a plus de 14 000, voire 18 000 nouveaux cas chaque année. Donc il faut comptabiliser ceux qui sont encore, qu'on avait déjà au préalable. Plus de 4 000 à 5 000 morts par an par le cancer du sein. C'est un cancer qui peut être détecté très précocement quand on fait le simple geste d'auto-examination ou quand on fait éventuellement le dépistage, moi je dis dépistage individuel, à savoir qu'à partir de 40 ans, il faut savoir faire une mammographie et si on a des cancers dans la famille, les faire à partir de 25 ans, consulter par contre. Donc premier cancer de la femme, premier tueur de la femme, donc il fallait quand même un mois pour en parler. Plus qu'une journée. Plus qu'une journée. Donc toute l'année, c'est, on va dire, une lutte acharnée, c'est de la communication, on va dire, que vous faites à votre niveau? Oui, c'est-à-dire qu'on a compris que, à la différence du cancer du poumon, ou qu'on fait aussi chez nous, puisque nous sommes thoraciques en même temps sein, le thorax, il ne faut pas fumer. Bon, ça, je le dis pour tout le monde. Si vous fumez, pas de cancer du poumon, sauf 3-4%. La femme, non, par contre. La femme, en plus des facteurs, bien sûr, externes qu'il faudrait savoir gérer, c'est aussi des facteurs génétiques, c'est une glande qui est là, qui peut être sujette donc au cancer.
où il faut savoir travailler dessus. Nous, on travaille à longueur d'année. Le mois d'octobre, ça nous a permis, pour le 3 octobre, de faire des journées de Bab el-Oued. On a réuni plus de 20 services, hors chimio-radiothérapie, bien sûr, pour parler de cette pathologie, comment faire la feuille de route, comment créer un circuit de prise en charge des patientes. Moi, je dis toujours que lorsqu'on rentre dans nos hôpitaux, c'est ce qu'on appelle le triangle des Bermudes médicales. Pourquoi? C'est parce que nous travaillons, mais que les patientes ne comprennent pas, ou les malades, ou ceux qui viennent dans l'hôpital. Il faut qu'ils sachent aussi comment nous, on est organisés pour qu'eux puissent s'organiser dans leur vie. Et comment faites-vous, en fait C'est très simple, c'est-à-dire expliquer tout ça. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a l'unité chez nous. On a aussi fait un partenariat de travail avec l'EPSP de Bab el-Oued. C'est Madame Djelik d'ailleurs qui est la responsable et qui a plus de 20 EPSP à sa charge. Nous avons donc créé des pôles de dépistage à leur niveau où les femmes peuvent venir. Par exemple, c'est le centre Lelahom qui est à la sortie de la bouche de métro de Saad Chouhada. Donc toute femme de toute l'Algérie peut venir consulter de 8h à 16h pour son sein. Elle et toute sa famille, hommes et femmes réunis, sachant que le cancer du sein peut toucher l'homme à une proportion moindre, mais avec une gravité plus. Donc c'est ça, donc c'est de créer un circuit parce que en parler ou simplement en faire en tant que chirurgien, cela n'est pas suffisant. Vous voyez le nombre important des patientes où la détection est très difficile, donc il y a tout cet ensemble qu'il faut faire, donc le dépistage qui a été fait, et à partir de là, les patientes suspectes ou qui sont détectées comme étant cancéreuses se remettent dans notre circuit hospitalier pour que la prise en charge soit plus spécialisée. Ça, c'était le côté, on va dire, médical de la prise en charge. Il y avait aussi le côté, on s'est confronté aussi à un côté psychologique. Qui est très très important aussi, qui a autant d'importance. Et vous allez voir pourquoi. En catégorie, nous avons 3 catégories de femmes en général. Celle qui n'est pas mariée et donc qui ne voudrait pas éventuellement se faire opérer si elle n'est pas encore mariée. Vous avez celle qui est déjà mariée, mais qui ne veut pas qu'on lui en laisse enceinte pour éviter d'être répudiée ou d'être vue à mal par elle, par son mari ou par sa famille. Et vous avez la vieille dame, on va dire âgée, on va dire en 3e âge, qui vous dit mais pourquoi, à quoi ça sert? Oui. Donc vous vous imaginez devant tout ça, donc, il fallait 3 façons d'agir différentes. Bien sûr. Nous avons 3 personnes, 3 personnalités. Voilà, parce que, et en plus de ça, voilà. Donc, on se retrouve devant un confronté où les femmes ne veulent pas se faire examiner, ne veulent même pas rechercher cette maladie, de peur de la trouver. Alors que, comme je leur dis, surtout pour les dames mariées, en leur disant, si vous ne cherchez pas, c'est le mari qui va chercher une autre femme après vous. C'est tout, pour élever vos enfants. Donc, c'est peut-être ça les motive un petit peu. On essaie d'être... Nous avons une psychologue qui est peut-être plus douce que mes paroles à moi, qui permet plus de les rapprocher. L'approche première, donc, déjà, quand on a découvert le cancer, qu'elle puisse se faire traiter. Deuxième approche, en tant que chirurgien, c'était de pouvoir leur enlever ce sein malade, ou une partie de ce sein, et de reconstruire ce sein. Justement, en parlant de ça, donc l'ablation étant inévitable dans certaines, on va dire dans certains cas, donc il y a la chirurgie réparatrice aussi. Est-ce que c'est un point que vous essayez de mettre en place? Donc ablation et chirurgie reconstructrice après? Alors nous, c'est pour ça que la dernière fois vous m'aviez dit pour que mon association par exemple ne se met pas, on travaille, on essaie pendant ces 2-3 années, nous avons essayé surtout de mettre en exergue notre circuit de prise en charge. Donc nous opérons, d'ailleurs demain j'ai 2 patientes pour lesquelles nous opérons aussi sur les cancers et nous avons un peu de... Le principe surtout, c'est de pouvoir ramener les dames à ce que d'abord elles n'aient pas peur de se faire examiner. Si elles s'examinent et qu'elles ont découvert quelque chose, de pouvoir se rapprocher pour nous, pour leur montrer, pour leur garder cette anatomie. Donc quand on a créé cette unité, nous l'avons créée comme curatrice, reconstructrice et bien sûr nous traitons aussi les métastases quand elles apparaissent au niveau du thorax. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de suivre avec nous donc, un sujet de Felia El-Hamdi, donc cap sur le dépistage du cancer du sein et de la reconstruction mammaire. Dans le cadre de la sensibilisation, le centre hospitalo-universitaire de Bab el-Oued a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur le dépistage et la prise en charge du cancer du sein. Nous faisons des dépistages pour toutes les femmes qui ont plus de 40 ans et même on essaye de discuter un peu pour avancer ce dépistage à 35 ans parce qu'en Algérie, nous avons quand même la plus grande série mondiale de cancer du sein et grossesse. Ça veut dire que nos femmes font des cancers très jeunes. Donc, on va essayer de faire très tôt. Beaucoup pensent que la mammographie n'est pas nécessaire chez les femmes qui sont jeunes
parce que c'est un sein qui est dense. Beaucoup de gynécologues leur disent que ça ne sert à rien. En fait, non. Il y a des lésions qu'on peut voir qu'à la mammographie et même sur des seins denses. Le cancer du sein, un des types de cancers les plus répandus. L'Institut national de la santé publique enregistre plus de 14 000 cas annuellement. Il touche les femmes à un âge précoce dans la limite de 40 ans. Notre participation en tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est de prendre en charge la douleur pendant l'anesthésie sur le plan anesthésique. C'est de prendre en charge évidemment l'anesthésie. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles techniques. On n'endort plus le malade complètement, mais on fait de l'anesthésie loco-régionale. C'est une anesthésie qui a d'un grand intérêt parce qu'elle permettrait très probablement de diminuer le risque de métastase. La médecine nucléaire a toujours été un des piliers de la prise en charge des néoplasies en général et le cancer du sein en particulier. Donc elle intervient à un stade précoce, c'est-à-dire déjà pas au stade de dépistage, mais après, donc pour poser le diagnostic, surtout à la recherche de localisation secondaire en matière de scintigraphie osseuse. Mais ces dernières années, on veut arriver de nouvelles technologies, notamment le PET scan, qui a amélioré encore la précision et l'exactitude des diagnostics avec ces plusieurs molécules, donc ces différentes molécules qui sont utilisées. Le plus utilisé, c'est le PET scan au FDG, donc qui va cibler les cellules tumorales. Les chirurgiens oncologues ont comme préoccupation de minimiser les risques des séquelles esthétiques, fonctionnelles et psychologiques. Pour la femme, ils proposent et utilisent les techniques les plus récentes et les plus appropriées. Professeur Karima Achour nous en parle. Ça se fait dans notre service qui est la chirurgie thoracique. Nous sommes amenés à faire énormément de construction pariétale pour des tumeurs, pour des métastases et tout. Et donc depuis 3 ans, nous avons un peu élargi nos actions, à savoir que nous faisons directement le geste curateur et reconstruction immédiate. Surtout qu'on a des patients de plus en plus jeunes, elles ont 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ce n'est plus les vieilles dames de 80 ans, maintenant non, elles sont très jeunes. Et là d'ailleurs, hier, nous avons une patiente de plus de 70 ans qui voulait se reconstruire. Ça nous a fait énormément plaisir. Chaque année, ces femmes qui découvrent qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein subissent des fois une ablation, bénéficient d'une reconstruction mammaire au CHU Bab-el-Oued pour retrouver le sein auquel elles ont dû renoncer. Pour vaincre la maladie, ces femmes peuvent choisir entre plusieurs techniques. Je fais appel aux patientes pour qu'elles se prennent en charge par elles-mêmes. Ceci veut dire que les femmes qui ont plus de 40 ans, il faut qu'elles consultent sans même qu'elles aient quoi que ce soit pour aller faire cette mammographie de dépistage. Par cette mammographie, elle peut être révélatrice de pas mal de choses. Il ne faut pas attendre que la malade ait une boule qui dépasse l'entendement pour qu'elle consulte, pour qu'elle s'inquiète. Faites-vous dépister, on ne cessera jamais de répéter que le dépistage peut sauver des vies. Voilà, c'était un sujet de Feriel Hamdi, donc on ne dira jamais assez, se faire dépister, c'est sauver des vies. Et comme on a pu le voir dans le reportage, vous avez enrôlé énormément donc, de vous, de personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème de santé, un problème d'abord de conscience. Comme je l'ai déjà dit au préalable, normalement ça doit se faire déjà à l'école, avec la prise de conscience du corps, que ce soit du garçon ou de la fille. La prise de conscience où la glande mammaire commence à évoluer. Je dis toujours qu'il faut commencer à s'auto-examiner à partir de 20 ans. Nous avons normalement sur notre site, que vous allez voir par la suite, de l'association, des reportages animés, parce que c'est très difficile de mettre ça sur le site pour éviter qu'il y ait un amalgame avec ce qui se passe à côté. Comment s'auto-examiner à partir de 20 ans, savoir que si on a plus de 3 à 4 cancers en dehors du sein, côlon, pancréas, thyroïde, dans sa famille, on est quand même plus sujet, donc se faire examiner et se rapprocher dans les structures que nous avons mis à disposition. Et normalement, il va y en avoir 2 ou 3 autres EPSP
dans le niveau de Bab el-Oued pour le faire. Nous, ce que nous avons voulu par rapport au ministère, c'est de bien montrer qu'à partir des structures qui sont déjà en place, sans avoir besoin de plus de moyens, sauf peut-être une petite mammographie, échographie, pour lequel nous avons déjà fait un appel, dans ce sens, c'était de dire qu'avec les moyens de bord, nous pouvons réellement faire un dépistage de proximité devant toutes les patients, pas simplement à Bab el-Oued, mais il y a des EPSP sur tout le territoire national. Donc les utiliser à bon escient, mais ne pas laisser la malade simplement trouver un cancer, avoir une mammographie et après ne pas savoir où aller. Où ça, c'est une détresse morale. Il faut vraiment créer le circuit avant, je pense, d'entamer, de faire participer tous ces personnes là-dessus. Donc, vous avez créé une association il y a quelques années, à peu près 2 ans. Donc, votre association, on va dire, milite et vous avez dans cet objectif d'essayer comme on l'a dit tout à l'heure, donc ablation plus reconstruction mammaire, c'est très très important parce que c'est vrai que rien que de prononcer le mot ablation, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, mais c'est très rassurant donc de proposer donc la reconstruction mammaire. Oui, c'est-à-dire qu'au début, on était parti sur proposer la reconstruction, mais il n'y avait pas de prothèse, on va dire, autant que maintenant. Et les patients nous disaient après le traitement de radio, après le traitement de chimio, après la chirurgie. On a découvert que les patientes ne revenaient plus. Elles étaient fatiguées. Elles disaient, alhamdoulilah, non, c'est bon. Mais devant la psychologue, on va dire, on a fait un petit travail. La psychologue qui nous disait qu'elle refusait aussi, elle ne s'acceptait pas, elle refusait de se voir dans le miroir, elle refusait d'être relativement coquette quand même, dans un mariage de femmes, elle a refusé carrément de s'habiller ou de se rendre jolie. Donc c'est pour ça que nous avons pris un petit peu le taureau par les cornes et on a décidé de faire à l'instar de ce qui se passe outre-mer, puisque les prothèses actuellement on peut faire de la radiochimiothérapie avec les prothèses en place. Ça par contre c'est extraordinaire, il y a cela quelques années, et nous voulions un peu que nos patients puissent en profiter. C'est pour ça que nous avons fait cette manifestation. Les dons qui nous ramènent, on les achète, des prothèses, par l'association et qui reviennent vers les patientes que nous faisons dans le public, à l'hôpital Bab el-Oued. Et nous avons maintenant aussi fait un appel vis-à-vis de notre administration, vis-à-vis de la tutelle, à ce que les prothèses ne soient pas que vues sur le plan esthétique. Elles sont aussi sur le plan carcinologique. Elles sont très intéressantes pour nous et pour les patientes. Comme ça, la patiente rentrera avec un sein et ressortira avec un sein. C'était le but, on va dire, un peu de notre approche de cette année. Et en même temps, mettre en exergue tout ce qui se fait en dehors, puisque si on les découvre tôt, on n'a pas besoin d'enlever un sein. En fait, ce qu'on appelle la chirurgie oncoplastique, pour lequel nous avons aussi toutes les techniques qui sont en place actuellement. Donc voilà, c'était toute cette approche. Le mois d'octobre n'est pas simplement un mois de dépistage, je n'aime pas trop ça. Nous travaillons à longueur d'année. Le cancer ne vient pas entre le 1er octobre et le 31 octobre, pas du tout. Il vient toute l'année. Par contre, en parler souvent, beaucoup, pour bien expliquer aux patientes qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment créer le circuit et quel est le bien-être, même pour discuter quelles sont les associations où elles peuvent se rapprocher pour pouvoir le faire. Alors, il y a une personnalité, on va dire, notoire qui est Angelina, qui ne la connaît pas, qui a en fait fait l'ablation des 2 seins. Oui, il faut savoir qu'Angelina Jolie a enlevé les 2 seins n'ayant pas eu de cancer. Par contre, sa maman avait un cancer avec génétiquement modifié pour lequel elle a arrêté. Si elle l'a arrêté, c'est-à-dire qu'elle avait 66% de cas d'avoir un cancer. C'est ce qu'on appelle la chirurgie prophylactique, mais avec reconstruction immédiate. C'est-à-dire que c'est une dame qui a décidé de ne pas prendre le risque. C'est quand même un exemple. C'est une ambassadrice dans ce sens-là, en disant qu'elle avait 70% d'avoir un cancer du sein comme sa maman qui en est morte, et qu'elle voulait vivre pour ses enfants, de les voir grandir. Donc elle a décidé d'enlever les 2 seins et de se reconstruire. Et vous avez vu, et vous allez voir qu'actuellement les techniques de reconstruction passent en sillon sous-mammaire ou en périaréolaire et vous n'y voyez rien du tout. Donc ça, c'est du prophylactique, mais on peut le faire aussi en curateur. C'est ce que nous voulons faire pour nos patients en immédiat. Ça nous prend une demi-heure de plus qu'une intervention curatrice normale. Pas plus. C'est vraiment pas beaucoup en fait. Le seul problème. Le résultat est magique. La dame ressort avec son sein. Elle rentre avec un sein et un cancer. Elle ressort avec une anatomie de sein et sans cancer. Et pour lequel elle va pouvoir vivre. Ça, c'est tout ce que les traitements associés, tout en n'ayant pas, on va dire, ce préjudice esthétique, moral et psychologique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Déjà, merci aussi d'être venu dans notre émission Bonjour d'Algérie. Allez, je vous laisse un dernier mot. Je suis sûre que vous allez faire un appel aux femmes. Ah oui, alors je demande simplement à ce que les femmes, tout le monde a un téléphone, surtout les jeunes femmes. Je commence par
par les jeunes femmes. Tout le monde a un téléphone. À partir de 18 ans, 20 ans, rentrez dans les... Vous avez tous de Facebook, vous avez tous de YouTube, rentrez dans les animations ou dans les vidéos d'auto-examen. Faites-le une fois par semaine, à la fin de vos règles, devant un miroir, auto-examinez-vous. Apprenez aussi à vos familles, à vos mères, vos tantes, même les hommes, je dirais même aussi, à pouvoir aussi s'auto-examiner, de ne pas avoir honte de son corps. C'est une anatomie que le bon Dieu nous a donnée. Il faut simplement savoir la préserver. Très bien. Merci beaucoup, professeur Achour. Merci d'avoir été là ce matin avec nous. Merci pour avec vous. Et donc, on continue. Nous allons faire un petit tour du côté de Fibda. Hamid Rbouh nous fait un petit compte-rendu. Plus de 80 auteurs et éditeurs venus d'une dizaine de pays participent au 15e Festival international de la bande dessinée d'Alger. Ayoub et Anis sont deux étudiants artistes qui préparent un master à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Ils nous invitent à découvrir les créations des créateurs algériens et étrangers sur la bande dessinée, notamment le stand des États-Unis. Well, first, I'd like to say hello. My name is Aletha Martinez, and I would like to thank the US State Department and FIBDA for bringing me back to Algiers for another round of FIBDA in person this time. Very happy to be here. Well, comic book making process. First thing to know, I work for Marvel in DC for my day job, which is different than I think what would be interesting to the Algiers people for making independent comics. But the process is very much the same. With Marvel and DC, I do not own these characters. Sometimes they let me redesign a character, such as Nubia. I'm allowed to make her more modern, bring her into today. So for Nubia, I gave her more natural hair, because you say I like big hair anyway, right? So I made her so that she's more accessible to people of color like us, so that we have someone we can cosplay without having to play white people. Donc dans son cas, en fait, à elle, les personnages existent déjà, ils ne lui appartiennent pas. Des personnages comme Batman et Spider-Man existent avant elle, donc en fait, elle va juste les reprendre et les recréer. Comme le personnage de Nubila ici, la sœur de Wonder Woman, en fait, elle a recréé le personnage, elle a eu la permission de redesigner le personnage de A à Z. C'est une édition dédiée aux jeunes avec une série d'activités et d'animations destinées exclusivement aux enfants. Ici, en fait, c'est la tente à l'Institut français. Ils ont organisé des ateliers, des workshops de manga, d'argile, pour les enfants et pour des gens plus adultes. Donc là, en fait, ils sont en train d'apprendre de narrer une histoire, le dessin manga et la structure d'un scénario. Donc là, aujourd'hui, c'est le manga, mais demain, après-demain, au courant de la semaine, ils auront d'autres ateliers pour le dessin digital à la tablette graphique, pour l'argile et le modelage à la pâte à modeler, pour des enfants et des gens plus âgés. Certains amateurs de la bande dessinée sont juste venus pour découvrir le stand des jeux électroniques. D'autres amateurs de la bande dessinée sont venus en nombre visiter les boutiques. Le manga japonais est aussi présent au festival. 今日フィブダーでどういうことをやろうと思ってるんですか？今日はフィブダーに来て僕の作ったこのインクサガというシステムをみんなに紹介したいと思っています。Aujourd'hui, il est venu du Japon pour présenter ce site web. C'est une application web qu'il a créée qui s'appelle Inksaga. Le Festival international de la bande dessinée d'Alger a pour but d'encourager le développement du 9e art algérien à travers les promotions des travaux des artistes et créateurs. Voilà, un événement qui a drainé énormément de personnes, énormément d'amateurs et d'amoureux de la bande dessinée. Et nous allons encore parler
de la bande dessinée, puisque ce matin nous avons le plaisir de recevoir Ben Youssef Abbas Kibir. Bonjour. Bonjour, merci pour Comment l'invitation. allez-vous? Oui, ça va, merci. Alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Merci d'être là ce matin avec nous. Eh ben, je suis un habitué de Canal Algérie. Hein. Je passe chaque FIBDA, je êtes suis là pour présenter des nouveautés. Ben, marhaba bik, on Allah est ravis de vous recevoir Merci. à chaque occasion. Merci. Et à mes côtés, donc, Bihaïlia Naïma, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, un petit peu fatiguée par le festival, mais ça va. C'est une fatigue de joie parce que quand même c'est 4 jours. Aujourd'hui c'est 5e jour, donc la clôture c'est pour aujourd'hui. Et ça a été un pur plaisir de rencontrer les gens, d'avoir ces enfants qui arrivent avec les parents, la maman, le papa. Moi, bon, je suis conteuse. Voilà, vous êtes conteuse, vous avez animé donc, des ateliers au niveau de... Oui, j'ai un atelier, donc un stand intitulé Raconte-moi ton héros ou ton histoire. Hkili batalek ou hkaytek. Donc, je ne peux pas vous dire l'aventure que j'ai vécue pendant ces 5 jours, enfin 4 jours, jusque-là. C'est magnifique. Donc, il y a un petit modèle de la BD, donc on coupe la page en 4 ou en 5, et là les gens s'étalent à raconter leur vie, ce qui est magnifique, que ce soit les enfants ou les parents, parce que je fais participer les parents. C'est extraordinaire pour moi, parce que je découvre encore un autre volet de mon atelier qui est extraordinaire. Très bien. Donc, quelles ont été les histoires les plus racontées? Est-ce qu'il y a des histoires racontées par les enfants qui sont revenus le plus souvent? Les enfants, dans leurs dessins et leurs histoires, bien sûr, ils reviennent toujours aux héros de la BD qui voient à la télé, qu'ils ont à la maison chez eux. C'est magnifique. Pour les enfants, c'est toujours, ils reprennent un petit peu une reprise de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont vu. Mais les parents, c'est autre chose. Ils s'impliquent réellement avec leurs enfants? Oui. Les parents, par contre, ils racontaient leur vie. Donc, c'était, on peut dire, une thérapie de groupe comme ça, que les parents racontent. Et vraiment, on découvre beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. À la fin, c'est prendre dans les bras, il y a des larmes, il a de la joie, et je trouve que c'est une manière aussi d'approcher l'autre. Très bien. Et entre parenthèses, que j'ai découvert qu'on a tous besoin d'amour. Effectivement, voilà. Nous avons tous. Parce que tous, c'est un problème d'amour, de sentiments, d'émotions. Ils repartent tous contents et c'est ça le fruit de mon atelier. Très bien, très très bien. Merci. Donc raconter, comme on a pu le voir, donc raconter peut-être sa propre vie, mais en fait, Monsieur Abbas Kibir, vous racontez l'histoire, vous vous êtes toujours penché sur des événements phares qui ont marqué notre pays, que ce soit de l'histoire coloniale. Vous racontez à travers, donc vous avez choisi la bande dessinée pour raconter l'histoire. Est-ce que c'est simple et ça captive donc vos lecteurs? Oui, tout d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, toujours, je suis un BDiste. Je compte à mon actif plus de 10 albums de bande dessinée, dont la majorité traite des sujets historiques. C'est-à-dire, avec le temps, je me suis spécialisé dans l'histoire. C'est pour... c'est-à-dire... J'aime bien que la bande dessinée vienne au service de l'histoire. Parce que l'histoire, à mon avis, c'est-à-dire il est temps de la faire rapprocher auprès de nos enfants. Alors moi, j'ai trouvé le meilleur moyen de transmettre toute information historique, soit au niveau des événements historiques, soit au niveau des personnalités, pour les faire connaître. Alors j'ai choisi la bande dessinée en tant que moyen adéquat. C'est-à-dire on peut facilement lire une BD à travers l'image qui traite tel ou tel sujet historique. Bon, par exemple, à l'occasion puisqu'on va aujourd'hui on commémore l'anniversaire 66 des Stichhed, le petit Omar, Ali Lapointe, Hassiba, voilà, Bouhamidi, les 4 compagnons. Oui, donc une date vraiment historique. Voilà, commémorative.
justement, à cette occasion, durant le festival, le FIBDA, cette année, on a ramené quelque chose de nouveau, c'est traiter le petit homard. Le petit homard en bande dessinée. Donc en bande dessinée. Et il est fraîchement, cet album a été fraîchement édité par la maison d'édition Papyrus, dirigée par Madame Souhila Amirat, qui est aussi la scénariste de cet album. Parce qu'au départ, elle a écrit un récit historique. Et lorsque je l'ai contactée, je lui ai proposé l'idée, est-ce que c'est possible d'adapter son ouvrage en bande dessinée? Alors, elle a commencé à scénariser son ouvrage et on a commencé à travailler progressivement. Donc ça a été un travail de collaboration entre vous deux? Oui, un travail collectif. Et c'est-à-dire, bon, elle n'avait pas, disons, c'est-à-dire, elle n'a jamais écrit un scénario de bande dessinée. Moi, je lui ai montré les techniques, comment écrire un scénario, c'est-à-dire à partir de son ouvrage. Voilà. Et il faut remercier, on a commencé à travailler ensemble, quoique à distance, parce que moi j'habite à Miliana. Et Miliana, comme c'est la ville natale d'Ali Lapointe. Oui. Moi, au départ, je cherchais un scénariste qui m'écrit un scénario sur Ali Amar d'Ali Lapointe. Et comme par hasard, je suis tombé sur Madame Souhila Amirat, que je salue. Elle a fait un travail, un récit historique qui s'appelle Petit Omar, la révolution dans le cartable. Lorsque je l'ai contactée, parce qu'elle est spécialiste dans la littérature jeunesse, donc on a eu cette idée pour travailler ensemble et, disons, faire sortir un produit qui va plaire surtout nos jeunes. Donc, Justement, en parlant des jeunes, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une espèce de continuité à travers la bande dessinée, parce que notre glorieuse révolution est enseignée donc, à l'école. Ce sont plutôt des manuscrits, c'est écrit, c'est des récits. Oui, justement. Mais là, vous mettez en image. À propos du programme scolaire, le Petit Omar, le Shahid de Petit Omar, la bande dessinée de Petit Omar, elle est programmée dans le manuel scolaire de la 3e année moyenne. C'est pour ça qu'on avait cet engouement de la part de nos jeunes qui venaient nombreux durant ces 4 jours du FIBDA avec leurs parents. Donc ce produit, il a marché à merveille. Parce qu'ils ont trouvé vraiment quelque chose de nouveau. Pour eux, c'était surtout le Petit Omar. Moi, toujours, je dis, le Petit Omar, c'est un petit héros qui a fait un grand pas dans l'histoire de la Révolution. Voilà, donc les enfants, comme on peut le voir, grands et petits, ont participé de toutes les manières. Et surtout, on avait, parce que la maison d'édition, mon éditeur, qui est Souhila Amirat, elle avait l'intention de publier cet album en 2 langues, en français et en arabe, à l'occasion du 15e édition du FIBDA. Mais malheureusement... Édition, ça sera peut-être pour non, la version arabe, elle est prête. Très bien. Elle est prête. C'est-à-dire peut-être d'ici quelques mois, elle va être éditée en arabe. Très bien, très bien. Donc, vous pouvez un petit peu nous raconter, donc, étant donné que c'est tiré du livre, quels sont les moments phares ou quels sont les passages ou quelles sont, on va dire, les choses les plus importantes que vous avez essayé de recueillir? À propos du personnage de Petit Omar. À propos de Petit Omar. Oui, justement, vous me donnez l'eau à mon moulin. Oui. Parce que, comme par hasard, Madame Souhila Amirat, elle fait partie de la famille des ISF. Très bien. Voilà. Alors, on a reçu sa famille, par exemple la sœur du Petit Omar. C'était une rencontre conviviale entre familles et on a commencé à parler sur ce personnage fabuleux qui est le Petit Omar. Je vous raconte une anecdote. Eh ben, la veille c'est-à-dire le 7 octobre 1957, le Petit Omar avait l'intention de passer cette nuit-là avec sa famille à la maison. Et sa mère lui a dit non, parce que tu es recherché, les militaires vont venir, ils vont fouiller la maison, etc. Donc, l'ironie du sort, c'est cette année, il n'a pas passé la nuit avec sa famille et il a rejoint les 3 fidéines qui allaient Ali Lapointe, Bouhamidi et Hasiba. Il les rejoint dans la cache, la rue des Abderrahmans. Oui. Et c'est là, le matin, donc l'armée française a encerclé le quartier et ils ont plastifié le refuge là où ils étaient les 4 chouhada.
Voilà. Donc, vous avez à votre actif plusieurs BD sur l'histoire, puisque vous avez déjà écrit sur le 17 octobre 1961. Oui. D'ailleurs, hier, c'était vendredi. Oui, avant-hier. J'ai donné une conférence sur le 17 octobre par la bande dessinée. Donc j'ai donné une conférence. Toujours au FIBDA. Toujours, oui. J'étais programmé pour donner une conférence le 17 octobre à travers la bande dessinée. Parce que j'ai 2 albums de bande dessinée concernant cet événement historique. J'ai les événements, les 17 octobre 1960, il y a 17 bulles. Et après, il a été édité par la maison d'Alimen, édition, en 2011. Et après 10 ans, c'était à l'occasion de le 50e anniversaire. Et à l'occasion du 60e anniversaire, toujours de cet événement, le massacre du 17 octobre, j'ai édité une autre bande dessinée qui s'appelle Fatima, la fille du fleuve. Parce que Fatima, elle s'appelle Fatima Bédar. C'est une jeune collégienne, elle avait 15 ans, qui a participé à la manifestation pacifique qui a été initiée par la Fédération de France du FLN. Donc cette jeune fille, elle a participé à cette manifestation, cette marche pacifique, mais malheureusement elle a été arrêtée par la police et elle a été jetée à la Seine. Et après 15 jours, on a trouvé son corps. Oui, elle a été rapatriée en 2007. Elle a été enterrée dans le carré des martyrs à Tichy, à Béjaïa. Donc, vous essayez toujours de mettre les enfants, peut-être pas toujours les enfants, mais là, vous avez mis deux enfants de jeune âge dans vos BD. Est-ce que ça donne une autre dimension ou est-ce que vous avez un public qui est différent quand ce sont des enfants? Peut-être que ça on va dire que ça captive plus les plus jeunes quand le héros est jeune comme eux? Si vous avez remarqué, c'est-à-dire j'ai traité en bande dessinée 2 jeunes personnages historiques. C'est des jeunes qui... Fatima Bédar, elle avait 14 ans. 15 ans, ça reste toujours... Petit Omar, elle avait 12 ans. Parce que nos enfants, maintenant, ils pensent qu'aux personnages, les super-héros, Goldorak et tout ça. Moi, je me suis retourné sur notre patrimoine historique. Comment faire connaître tout ce patrimoine, toute cette richesse historique auprès de nos jeunes? Donc c'était à travers la bande dessinée. C'est pour ça que j'ai traité, et j'ai traité aussi d'autres personnages, Raïs Hamidou, la Kahina, Abdelmoumen Ben Ali Mouhad Bilad al-Maghreb al-Arabi, Mustafa Ferrouchi dernièrement, le diplomate shahid, parce que sa fille Zulikha Ferrouchi, elle est avec nous à l'instant, et elle a présenté aussi la BD de son père, dont j'étais le 19. Donc à travers les ateliers que vous animez, comment sentez-vous l'engouement et l'intéressement des plus jeunes à l'histoire? Non, je n'ai pas des ateliers. Ma copine, elle anime les... Moi surtout, c'est les séances de vente dédicaces. Très bien, d'accord. Voilà, donc je suis là dans mon stand, enfin mon stand, le stand de l'éditeur, et là, je reçois généralement... Et parce qu'il y a une astuce. Lorsque les visiteurs, les clients, ils passaient, ils trouvent l'auteur présent. Ils sont là, ils veulent, disons, acheter le produit. Mais lorsque, par exemple, il y a les bandes dessinées qui sont là, en absence des auteurs, ça ne marche pas. C'est pour ça, moi, les 4 jours, j'étais toujours présent. Alors, c'est-à-dire, je faisais le tour entre la maison d'Aliman, les éditions ENAG, un point là où j'ai édité Mustafa Ferrouchi, et la maison d'édition Papyrus. Et à chaque fois, je faisais le tour, parce qu'à chaque fois, je dédicaçais. Et les enfants, ils étaient vraiment heureux, ils prenaient des photos avec moi, et aussi, des fois, on discute, il ouvre un petit débat, comment ça a été l'idée, comment a germé l'idée, etc. Donc, à travers un acte commercial, mais au fond, c'est un acte culturel. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, on va voir ensemble. Je vous propose donc de suivre un sujet de Samia Bouharour. C'est comment raconter l'histoire de notre glorieuse révolution à travers la bande dessinée. La bande dessinée rend l'histoire de la Révolution accessible aux jeunes à travers un nombre important d'éditions, à l'exemple de l'histoire du Petit Omar, ce héros de la bataille d'Alger, raconté en bande dessinée en noir et blanc par Ben Youssef Abbas Kbir. Cette bande dessinée est une adaptation du roman Petit Omar, la Révolution dans le cartable de Souheil Amirat, spécialisé dans la littérature de la jeunesse. Cette jeune génération doit connaître son passé, doit savoir que la liberté
là, la liberté qu'on est en train qu'elle est en train de savourer et tout, elle a son pesant d'or, elle a son prix. Et donc, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont morts pour ce pays. Et donc, nous devons combattre l'oubli. Nous devons à chaque fois, à chaque occasion, parler d'eux et les ressusciter. En fait, ils ne sont pas morts, ils sont dans nos cœurs. Une BD, elle est facile à lire, à visualiser, voilà. Il y a des illustrations, il y a un scénario qu'il faut lire, elle est facile ça veut dire ils peuvent s'imprégner facilement. La révolution algérienne dans la bande dessinée, une nouvelle voie et une nouvelle forme d'expression pour permettre à la nouvelle génération de connaître son histoire et le sacrifice des chouhada à travers des bulles et des personnages dessinés comme le 17 octobre 1961, l'émir Abdelkader, des titres parmi tant d'autres proposés lors du Festival international de la BD à Alger. Là, on a plusieurs bandes dessinées. Donc là, le thème, c'est historique. Donc vous avez la bande dessinée historique et la guerre d'Algérie en bande dessinée. Donc la bande dessinée, en général, on veut bien transmettre le message et pour la jeunesse, la nouvelle génération, avec une bande dessinée. Donc c'est très facile à comprendre, avec tous les couleurs, voilà. Donc c'est très facile à comprendre. C'est un grand chéhid, premier ambassadeur du GPRA, qui est mort en 1960. Donc on peut dire premier ambassadeur chéhid. On l'a fait ici surtout pour les gosses. C'est vrai que les gosses, ils ne peuvent pas lire un livre aussi gros, même que ce soit en arabe, en anglais ou en français. Ils ne peuvent pas le lire. Mais en bande dessinée, ils sont aptés. Ils sont captés pour la... C'est très bien et je félicite et j'encourage tous les BDistes qui font pour surtout les chouhada et toutes les shahidettes qu'on a en Algérie. Une série d'éditeurs algériens et de professionnels du 9e art ont présenté des expériences de narration dessinée à l'exemple de Mahrez, un jeune BDiste lauréat du premier prix lors d'un concours de la BD. C'est mon premier album, Rigor, un espion à Alger. J'ai participé à un concours, c'est une histoire très unique. J'ai participé à un concours organisé par la FIBDA en collaboration avec l'ambassade de Pologne en 2019 et j'ai eu le premier prix. C'est comme ça que cette BD elle existe, voilà. Identité et histoire dans la bande dessinée algérienne, une nouvelle forme d'expression pour préserver notre passé glorieux. Voilà, c'était un reportage signé Samia Bouarour. Dites-moi, quelle impression ça vous a fait donc de participer, puisque c'est la première fois que vous participez à la FIBDA? Moi, c'est ma première fois, mais je suis stupéfaite, je suis très contente, surtout de voir ces parents qui viennent en masse avec leurs enfants. Je dis que Bladi, Rahi Bkhair, alhamdoulilah. Qu'on est à la page, qu'on est là, que les parents... Il y a un répondant au festival, il y a du monde, ils participent, ils achètent des livres, et ils sont là d'un stand à l'autre, ils arrivent chez moi, donc ils détalent toutes leurs émotions. Moi, je suis très satisfaite et je dis, longue vie au festival FIBDA, qui se répète chaque année, parce que nous, les Algériens, tous les Algériens, on a besoin de ça. Très bien. Que ce soit nous, les représentants, nous, les artistes, y compris le peuple, y compris les parents, les enfants, grands et petits. Et je dis, Tahia Bladi. Voilà. Effectivement. Donc, Abbas Kibir, toujours l'histoire vous passionne. Donc, vous avez encore d'autres projets? Oui, surtout avec la maison Papyrus, la maison d'édition Papyrus, parce que Madame Souhila Amirat, que je salue vraiment, c'est une femme éditrice qui est en train de préparer
que de belles choses. Donc je lui ai proposé des projets, entre autres Henri Maillot. Henri Maillot, celui qui a déserté l'armée française, il a détourné tout un camion d'art. Ah oui, c'est une histoire. Ah oui, vraiment. C'était pas l'ami de la révolution algérienne, c'était un Algérien. C'était carrément un Algérien. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, effectivement. Oui, oui. Et aussi, il y a une BD sur l'Émirat d'Al-Qader. Donc, il y a pas mal de projets qu'on va préparer parce que c'est une maison d'édition qui vient juste d'ouvrir ses portes et donc elle demande que l'aide de la part du ministère de la Culture pour avancer parce qu'elle est vraiment, c'est une femme très ambitieuse et disons qu'elle veut, disons, faire beaucoup de choses pour la jeunesse. D'accord, donc juste un dernier mot. Quelle est votre impression pour cette 15e édition, étant donné que vous, par contre, vous êtes un habitué du FIBDA, donc votre impression pour cette 15e édition? Oui, parce que moi je suis toujours invité depuis sa création en 2008 et 2009. Mais je vois qu'avec le temps, c'est-à-dire ça s'améliore. Ça s'améliore. Chaque édition, il y a un plus, c'est plus mieux organisé, et surtout avec la nouvelle équipe. Effectivement. Et surtout avec la nouvelle équipe, le nouveau commissaire Selim Brahimi, que je salue, il est en train de faire du bon boulot. Et Inch'Allah, le FIBDA qui s'améliore d'année en année. Justement, c'est vraiment un événement qui s'améliore chaque année parce qu'il capte un public vraiment énorme. On voit la queue, hier j'ai vu la queue à l'entrée de Effectivement, donc vraiment un événement qui draine beaucoup de monde, beaucoup de passionnés. Et même le moment, il est bien choisi. Hein. Tout à fait. Le mois d'octobre, c'est la rentrée des classes, donc on renoue avec la rentrée culturelle. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Je rends un hommage. Bien sûr, allez-y. Je rends un hommage à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la commémoration de l'Istishhad Ali Lapointe, Petit Omar. نقولوا الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. وان شاء الله والجزائر تاعنا دائما بخير وعلى خير. ان شاء الله. فوالا. ونتمنوا السعاده والامن والاستقرار. والازدهار لبلادنا. Inch'Allah, c'est tout ce que nous souhaitons à notre beau pays. Voilà, en parlant de notre beau pays, je vous propose de vous amener à Djanet et d'apprécier ces paysages féeriques. Merci beaucoup. Merci, avec Saha. Voilà, donc de retour, j'espère que vous avez apprécié ces très très belles images comme je vous l'ai dit. Et pendant ce temps-là m'a rejoint Hassan Arabe. Bonjour Hassan Arabe. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Merci. Alhamdoulilah, ravi de te recevoir ce matin. Donc une date historique pour aujourd'hui. Donc
Le décès comme on a pu le voir tout à l'heure, donc du petit Omar Hassiba Ben Bali, Ali Lapointe, Allah yarhamhom. Donc c'est un 8 octobre, comme aujourd'hui, qu'ils sont décédés. Et vous allez nous parler toujours d'histoire, puisque vous êtes un passionné d'histoire. Nous allons parler d'un personnage qui a été déchu, donc de son prestige, de son statut, donc un sanguinaire qui a énormément fait dans notre pays au début du 18e. Oui, donc on commence par le 8 octobre 1957. C'est pratiquement la fin, donc c'est la date qui marque la fin de ce qu'on appelle, les historiens appellent, la bataille d'Alger. Même si je récuse cette appellation parce que c'était une guerre menée par la France contre les populations civiles. Donc c'est la bataille de Massu. Donc c'est l'appellation des généraux français après l'indépendance. Ils ont écrit leur mémoire. Chacun a eu sa bataille. D'ailleurs, vous parlez de Béjou, c'était la même chose au 19e siècle. Pour revenir aux faits, donc la mort de Ali Lapointe, Hassiba Ben Bali, Petit Omar Yassef et Bouhamidi intervient moins de 15 jours après l'arrestation du chef charismatique de la zone autonome d'Alger, Yassef Saadi, le 23 septembre 1957. D'accord, Yassef Saadi, tout le monde parle d'un complot, etc., qui intervient suite à son arrestation, parce qu'ils étaient ensemble, Yassef Saadi, et les quatre étaient, avant l'arrestation de Saadi, aux 4 rues Caton, à la Casbah, d'accord. Et en face, il y avait 3 rues Caton. C'est important de préciser un petit peu. C'était les refuges, c'était les refuges. Donc, Yassef était malade. Tout ça, on le retrouve dans les archives. On retrouve, parce qu'il y avait des correspondances, etc. Il était malade, donc, et il a dû quitter le groupe et s'installer avec Zohra Drif aux 3 rues Caton. Donc, c'est aux 3 rues Caton que Yassef a été arrêté. Il a accepté de se rendre au lieu de voir donc tout le quartier, parce qu'ils l'ont menacé de plastiquer tout le quartier. Donc le 3 face au 4, il sait que les autres étaient au 4. D'accord. Donc il a accepté de se rendre au lieu de sacrifier toute la population de la Casbah. Ali Lapointe qui était dans cette cache du 4 rue Caton, chez les Gemmati. Donc moi j'ai eu la chance de discuter avec la famille. Les membres de la famille des Gemmati a su le lendemain que Yassef a été arrêté. D'accord, là-dessus, c'est l'une des femmes de Gemmati de ce refuge. Il a dit voilà, El Khou a été arrêté, parce que c'est comme ça. Donc pour dire, elle a été arrêtée, et Ali, il a piqué une crise. Et il fallait donc réfléchir vite et quitter et trouver un autre refuge. Donc, et c'est comme ça, ils vont se rendre aux 5 rues des Abderraham, là où ils seront assassinés quelques jours plus tard. Pourquoi le 5 rues des Abderraham? 5 rues des Abderraham, c'était la maison des Moussaoui. Donc, c'était la maison où Ali Lapointe avait assuré la garde de la délégation qui préparait le congrès de la Soumam et la création du JDA, c'est-à-dire Abban Ramadan, Ben Khaddal, Harb ibn Mehdi, etc. Donc il leur a dit voilà, je pense qu'il y a une cachette, donc il s'est présenté chez les Moussaoui pour l'accueillir dans leur maison où il va aménager donc une cachette qui sera découverte, nous le savons, parce que Ali Lapointe, selon un certain nombre de correspondances qui existent dans les archives, a essayé donc vite de restructurer un certain nombre de réseaux, donc de s'imposer comme leader de la zone autonome. On doit rappeler également au même moment, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le commissaire politique de la zone autonome d'Alger qui s'appelle Abdelrahman Ben Hamida. D'accord. Très bien. Alors, jusque-là, Ali Lapointe, donc avec Hassiba, et Hassiba, donc, c'est elle qui rédigeait les courriers. Il a entamé, donc, il a entrepris donc, d'établir des
contact avec un certain nombre de responsables, et c'est comme ça qu'il s'est mis en contact avec l'ancien l'ancien adjoint de Ramel. Ramel, si vous avez vu la bataille d'Alger, la scène où, du Kouffin, donc contre les militaires à Ramel et Debih Sherif. Donc ils étaient dans l'immeuble et puis ils descendaient une bombe dans un Kouffin. D'accord. C'était donc l'image, c'était la représentation de ces deux figures importantes de la bataille d'Alger. Donc il y avait, Ramel avait un autre adjoint qui s'appelle Hassan Khandrish, dit Judas, voilà, donc on l'a surnommé Judas déjà pendant le mouvement national, donc autour des années 50. Donc voilà. Et puis des Safis, etc. Donc il était déjà retourné. Donc le capitaine Liger a fait de lui un bleu, donc un bleu de luxe, parce que il a été arrêté, mais il n'a pas informé ses responsables de son arrestation. Au contraire, il a commencé à travailler. Donc, à Lapointe, il a pris attache avec lui, ne sachant pas qu'il travaillait pour les. Donc, à Lapointe entretenu une correspondance avec Léger. Donc, alors, il y a une lettre du 7 octobre, pour résumer un petit peu. Dans cette lettre, Lapointe a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Il a écrit textuellement, dans la lettre adressée à qu'est-ce qu'il a, ton agent de liaison? Il a rencontré le mien, c'est-à-dire, parce que les deux, dans l'organisation à l'époque, les deux ne devaient pas se rencontrer. Ils déposent le courrier et quelqu'un qui est. Donc, mais l'agent de liaison qui était Bouhamidi a remarqué que l'agent de liaison de Gendrich était sur place. Et c'est comme ça qu'il a été poursuivi, et puis avec le procédé, un morceau de craie dans le dos, donc une dame qui s'appelle Houria Labrune, c'est elle qui a pisté, filé donc l'agent de liaison à Lapointe, et c'est comme ça qu'ils ont découvert la cachette. Et puis peut-être on dit qu'ils ont négocié avec lui, mais Lapointe a refusé de se rendre, donc il a préféré se sacrifier, mourir en martyr, que de se rendre. Voilà. Donc Hassan Arab, toujours en parlant d'histoire, donc bientôt une date charnière, le 17 octobre. Le 17 octobre. Donc vous allez en parler dans votre émission. Dans les dossiers de la mémoire. Et vous allez effectivement, vous pencher sur on le 17 est octobre. en train de préparer une émission parce que je pense que cette année, il va y avoir quelque chose de particulier. Il y a donc une mobilisation de la société civile algérienne en France qui compte, à mon avis, déposer une plainte contre ces crimes. Voilà. Donc l'émission va tourner autour de. On va rappeler évidemment les faits, mais on va mettre l'accent sur l'aspect, la criminalisation de cet acte barbare commis par la police de Maurice Papon à l'égard des Algériens désarmés en plein Paris. Donc quand est-ce va passer donc ça sera le 17, le 13. Le 17, d'accord. Donc l'émission est prête. J'imagine que tout vous oui, avez pratiquement. Voilà. Tout est ficelé. Un événement aussi dont vous voulez parler. Oui, donc Alors, on va dire que l'histoire est en train de se réécrire. L'histoire, justement, est-ce qu'il est en train de se réécrire ou bien elle est en train de donner raison, en quelque sorte, aux luttes de certaines des Algériens, mais aussi d'un certain nombre de militants, même français, parce que je pense à l'historien le cours Grand Maison, ça a été le premier, je pense en 2021, en février 2021, il a remis une pétition au président de la République française dans laquelle il avait proposé plus une rue, plus une ville, plus une place, plus une école ne porte le nom du fameux maréchal Bugeaud. Donc la lettre est restée sans aucune réponse. Et puis, cette année, depuis le 5 septembre, la maire de Périgueux, donc le village natal de Thomas Robert Bugeaud,
a pris l'initiative de ne pas déboulonner, évidemment, la statue, mais de regarder l'histoire en face. Donc, elle a pris le soin de mettre une plaque pédagogique et dans laquelle il est écrit que Bugeaud n'était pas considéré comme le héros de la France du 19e siècle, n'était pas un héros, mais était un criminel et un ennemi de la République. C'est exactement, on retrouve les termes, c'est pourquoi j'ai cité la pétition de Lecourt, Olivier Lecourt Grand Maison. Donc, effectivement, le maréchal... Donc depuis des années quand même, hein, beaucoup de personnalités... non, parce que Bugeaud, c'est un criminel de guerre, au sens propre du terme. Donc, et les Algériens ont eu à le vérifier entre 1840 et 1847. Et même après, parce qu'il avait mis en place un procédé de colonisation, celui d'extermination des populations. Oui, parce que tous les génocides vous qui ont savez été faits. qu'entre 1830 et 1840, les Français ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire de l'Algérie. C'est avec l'arrivée de Bugeaud, en 1840, à la fin des années 1830, ils pensent donc à établir une colonie de peuplement. Donc une colonie de peuplement, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait donc mater la population algérienne à travers un procédé qu'on appelle la pacification. Donc la pacification qui sera utilisée même pendant la guerre de libération, mais aussi même pendant les conquêtes africaines. Donc l'armée, les colonnes françaises, ils vont utiliser le même procédé initié par Bugeaud. Et la pacification, c'est quoi? C'est la terreur à outrance, semer la terreur à travers les populations. Donc, alors, il y avait les assassinats, il y avait les razzias, le pillage des richesses, l'incendie des villages et la destruction des villages, la destruction et l'incendie des arbres fruitiers. Donc, c'est ça une razzia. Donc, il n'allait pas de... le maréchal Bugeaud, et puis le summum de sa cruauté, de sa cruauté, ça a été les enfumades. C'est les enfumades entre le 18, le 19 et le 20 juin 1845 au Dahra, où on parle d'enfumade. D'ailleurs, le mot, on connaît l'enfumade du Dahra, mais il faut parler des enfumades au pluriel, parce qu'il n'y avait pas que le Dahra, où il y a eu entre 7 000 et 12 000 Algériens ont fumé, donc dans les grottes du Dahra. Donc il faut bien, on va dire, le rappeler, ça a été des femmes, des enfants, le bétail, tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, Bugeaud, pour un petit peu, il est connu pour sa célèbre déclaration dans laquelle il aura dit si j'ai devant moi 50 000 femmes, je n'hésiterai pas à tirer. Donc pour vous dire un petit peu l'état d'esprit de ce criminel. Donc il l'a fait non seulement donc pour la conquête de l'Algérie, mais également, attention, dont les textes le disent, pour le prestige de la France, sur le plan national et international. C'est-à-dire la France qui s'impose en Europe. Notamment après 1844, il y avait donc la fameuse réunion de Londres, donc, où la France devait s'imposer. Elle l'a fait donc pour le prestige, son prestige personnel, mais pour le prestige de la France. Donc elle l'a fait au nom de l'État français et en son nom personnel. C'est pourquoi il faut toujours le considérer comme étant un véritable criminel de guerre. Donc cette initiative de la mère de Périgueux, c'est un pas en avant, donc c'est une initiative louable, mais je pense que j'ai lu la réaction de Lecourt Olivier Grand Maison qui a salué l'initiative, mais elle reste insuffisante. Très bien. Mais c'est un geste. C'est exactement. C'est, comme on dit, un bon début. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hassan Arabe. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir nous avoir rappelé donc ce pan de notre glorieuse histoire. Et surtout pour revenir donc cette date qui est le 8 octobre où nous avons perdu Voilà, nos maquisards, Hassiba Ben Bouali. Et c'est la fin donc
de la bataille, donc ce qu'on appelle donc la guérilla urbaine, donc du Front de Libération Nationale. Très bien, merci beaucoup Hassan d'avoir été là ce matin. Et je vous propose tout de suite d'écouter une chanson de Hamid Baroudi. شافتها عيني في العاصمة والجبال، طفل قال لي مسكين اللي بكاتو الجراح، مرت عليه الأعوام وحتى طيور الأفراح. سميتو مراد وتفكرت التراب، عيد نوفمبر اليوم اللي شوهدنا الحرام. في 54 كنت وليد صغير، نسمع بعلي وكريم ومدير مسكين. ومعاشي يا سبحان الله تعدوا على بلادي، سادوهم العديان وقتلوا لي ولادي. سيدنا محمد نبي ما هو قتال الروح، كان قلبه مفتوح ما هو عباد الفلوس. ازرع بالكلمة الرحمة وسع الميمة، تعديتوا عليها انتم وبيها كتبتوا الجنة. سي العربي ولد الحومة جاني خبروا الليلة، داوه البارة وشعل بكات عليه الميمة. رجل سياسي عظيم خادعته النية، كان فدائي مثيل وزادت عنده نية. Voilà, c'était Hamid Baroudi qui nous interprétait Qolili Yayima. Et donc j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque dimanche, Yazid Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour. Bienvenue. Ben, tu es la Caravan Tour. Bagdad. Bagdad. Comment vas-tu Yazid? Ça va, et Caravan Tour. Mostaland. 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 Oui, c'est le parc zoologique de Mostaganem. Ah d'accord, je pensais que c'était au jardin d'essai. Non, c'est au jardin d'essai, bon, au parc zoologique de Mostaganem. Et qu'est-ce qui est né là-bas? Il y a eu 10 lionceaux en fait. Ouais, ça c'est Algérie, la terre des lions. Et ça a été, Sougharas, Ouihran, tout ça, c'est des lions en fait. Oui. Effectivement, même du côté juste à côté de Tedmait, etc., il y a eu des lions aussi. Oui, ben, Tartarin de Tarascon. Oui. Qui est allé chasser les lions. Qui est parti chasser les lions. Oui. Et Haïdara, c'était un lion aussi. Haïdara, c'est un lion? Oui. D'accord. Haïdara, c'est un lion, c'est le nom des lions. Très bien. Je sais très bien que nos lions se retrouvaient il y a à peu près 2000 ans. Ils étaient dans les harèmes du côté de Rome, en Italie, en Grèce aussi. Donc tous ces gladiateurs qui combattaient les lions, on sait très bien que c'était des lions qui venaient du nord de l'Afrique. Oui, même
Oh, mais il y avait des supplices de lions. La fosse aux lions. La fosse aux lions. Ils allaient jeter quelqu'un à la fosse aux lions. Et puis c'est Saint Augustin himself qui est intervenu pour le sauver, en fait. Ah, très bien, d'accord. Voilà. Et Mostaganem, en fait, il y a eu deux lions, donc Shima et Juliette, qui ont fait 5. 5 petits lionceaux. 5 petits lionceaux. Ah, c'est beau. Juliette et 5 petits lionceaux pour Shima. Très bien, donc 10 lions à rajouter, on va dire, dans le... Oui. On va voir ça, je pense qu'il y a des images. Avec plaisir. Il y a un reportage. C'est une nouvelle qui a réjoui le personnel du parc zoologique de Mostaland. En effet, le parc a enregistré dernièrement la naissance de 10 lionceaux de la race des lions d'Afrique, dont 4 blancs d'une race rare et protégée. Cette année, nous comptons 26 lions d'Afrique, dont figure le lion blanc qui est une race rare. La première naissance a été enregistrée en 2018, une première au niveau national. Aujourd'hui, nous comptons 8 lionceaux de cette race au niveau de notre parc. Une naissance qui n'est pas passée inaperçue, suscitant l'intérêt de plusieurs parcs zoologiques et professionnels du domaine. Cette naissance a suscité l'enthousiasme de plusieurs parcs nationaux et étrangers qui nous ont contactés en premier lieu pour échanger sur la transgénèse animale, mais également pour partager notre expérience et nos observations. خارج الوطن اتصلت بنا أولا من أجل تبادل الفصائل ومن أجل تبادل الخبرات في هذا المجال. Avec ces nouvelles naissances, le parc zoologique de Mostaland devrait enregistrer un record en termes de visiteurs dans les prochaines semaines. Oui, je le confirme, j'ai visité déjà le parc, c'est vraiment magnifique. Ah, j'imagine, en plus avec ces petits lionceaux, ça va être... Et puis c'est une espèce rare en fait, c'est le lion blanc d'Afrique. C'est vraiment, l'Algérie dispose en fait des seuls, enfin pratiquement des espèces les plus rares au monde en fait, les lions blancs. Voilà. Les lions blancs d'Afrique. Et on reste dans cette terre qui a enfanté des lions. Et puis, parlons dans les années 69, il y a une photographe allemande, Abishag Tullmann, qui est venue et qui a immortalisé donc les années 69-70. Elle est venue en décembre 69 et a laissé vraiment des images époustouflantes. Elle raconte un petit peu la révolution algérienne, la révolution industrielle à l'époque, dans les années 70. Toute cette, on la voit ici. Elle a commencé par le théâtre. Elle a commencé à filmer donc des pièces de théâtre. C'est une avant-gardiste, c'est une anticonformiste. Elle a même travaillé sur les grandes révolutions. Elle a fait mai 68. Et puis, elle a immortalisé Yasser Arafat et Nelson Mandela. Et en Algérie, elle a laissé des images vraiment magnifiques. Elle a fait donc le sport, les femmes donc, dans les usines. Et elle a travaillé sur des scènes de vie, un peu d'humour. Et on voit vraiment, c'est très, vraiment... avec beaucoup de... Et puis il y a de l'empathie, donc on va voir. Par exemple là, dans le stade Ouegnouni, où elle a immortalisé ce moment d'engouement pour le sport, pour la gente féminine, déjà dans les années 70. Et puis il y a aussi d'autres scènes dans les rues d'Alger, etc. C'est magnifique, c'est vraiment époustouflant, c'est des images. Le regard d'une femme avec son côté artiste, donc c'est pour ça que ça a donné des images magnifiques. En fait, elle était engagée, elle aimait donc ces pays qui étaient en voie de développement, toute cette Algérie qui est la terre des révolutionnaires, donc elle est venue aussi immortaliser ces moments, parce qu'elle a travaillé aussi, par exemple, en Afrique du Sud contre l'apartheid, elle a fait des photos au Zimbabwe, et puis au Proche-Orient pour la Palestine, etc. Donc elle a fait un travail extraordinaire, elle est morte en 1996. D'accord, très bien, Yazid. Alors... Et puis nous avons le prix Nobel, il s'appelle John Foss. John Foss. John Foss. Et c'est un Norvégien qui a eu quand même des prix. Avant, il y a eu des prestigieux prix nordiques, mais après, personne ne s'attendait à ce que ce Norvégien qui travaille sur une langue néo-norvégienne, où il bouscule les codes de l'orthographe, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien du tout, mais il a réussi, cette fois-ci, à avoir le
prix Nobel. Ses livres sont en français, en arabe aussi. Prix Nobel de littérature. De littérature, oui. Très bien. C'est un Norvégien, surtout il a fait beaucoup de pièces de théâtre, etc. Et tout. Et il était lui-même surpris. Il était surpris par la remise de ce prix parce qu'il ne s'attendait pas. Même s'il a eu beaucoup de prix européens, il a eu des prix nordiques, etc. Mais il n'a pas pu. C'est le troisième Norvégien, c'est le quatrième Norvégien à avoir raflé ce prix Nobel, parce qu'il y a eu aussi d'autres grands écrivains norvégiens. Bien sûr, il y a le grand Ibsen, qui est un grand dramaturge, etc. Mais lui, personne ne s'attendait à ce que son écriture, qui est un peu... Justement, qu'est-ce qui a fait sa particularité, Yazid? Il a une écriture un peu fluide, elle a du rythme, et elle est aussi, il n'y a pas de fioriture, etc. Elle est dépouillée. Donc c'est cette facilité en fait qui fait en sorte que beaucoup de gens aiment lire Jan Fosse, le Norvégien. D'accord. Alors. Et puis on termine avec le banjo. Le banjo, j'ai eu ce coup de cœur pour Mohamed Tayer. Son nom d'artiste c'est Mohamed Tayer. Il est tailleur, c'est un gentleman. On le voit, c'est quelqu'un. C'est pratiquement, on pense que c'est un acteur de film américain. C'est quelqu'un de très, très. Il est il est toujours sur son 31, sur son 32, 33. En fait, carrément, c'est quelqu'un de. Et puis, c'est le maître du banjo. Avec Tadour Shelchali, lui, c'est quelqu'un qui il a commencé au temps de Hajj Mohamed Al-Anqa. C'est un certain artiste Boukemma. Présenté Al-Hajj Mohamed Al-Anqa pour entamer donc il a entamé en fait le Sha'bi. Donc il a intégré donc la troupe de Al-Hajj Mohamed Al-Anqa. Par la suite, il a travaillé avec Al-Hajj Mikrouabi, avec Amr Zaya, avec Boujma Al-Anqis, et il a une manière très très particulière. Il a une façon, comment on dit ça, sa façon de jouer le banjo, elle est extraordinaire, que ce soit dans le banjo guitare ou le banjo ténor. Parce que dans le banjo, il y a deux manières de jouer. Il y a le banjo ténor et le banjo guitare. Et puis quand on le voit dans les préludes ou les stikhbarat, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment un travail magnifique ce qu'il a fait. Il est mort en 93. C'était un enfant de Saint-Eugène, donc plutôt de la pointe Pescade. Et par la suite, sa famille a vécu donc au quartier du Télémli. Donc, et puis, pourquoi tailleur? Parce qu'il était tailleur chez un... Donc réellement, il était tailleur. Donc ce surnom lui... Il a exercé beaucoup de métiers. Il était télégraphiste à la Poste d'Alger. Oui. Il était tailleur chez un maître tailleur italien, je pense, ou belge. Et suite à une petite faute comme ça, il a été renvoyé. Par la suite. Il a travaillé dans d'autres... il a épousé d'autres métiers comme télégraphiste par la suite. Comme il commençait à fredonner comme ça des airs, vous savez, à la Casbah, c'est tout le monde qui fredonne un instrument, que ce soit des instruments à cordes ou des percussions, etc. Lui, je pense qu'il a joué déjà la bandoline. Par la suite, il a quand même travaillé sur le banjo, qui est un instrument... Justement, en parlant du banjo, Yazid, comment est-ce qu'il a réussi à intégrer les groupes Sha'bi? Oui, il y a des gens qui disent que bien avant, donc 1942, donc le débarquement américain, il y a quand même Bouchiba, il y avait des artistes qui ont joué qui jouaient de cet instrument. Mais ce n'est qu'en 1942, après le débarquement américain, que ce banjo a pris une ampleur, et puis il y a eu beaucoup de disponibilité de cet instrument, parce que les Américains, quand ils ont débarqué en Algérie le mois de mai 1942, ils ont ramené quand même le banjo. Nous allons écouter juste un petit passage. Avec plaisir. Malikania, oui, gentleman, très bel homme. Gomina, effectivement, très classe, très chic, c'est vrai. Voilà comment les orchestres étaient. Vraiment, c'est des gentlemen. Et comment
comment il joue aussi, comment il nous ramène à aimer ce prélude, cet istighbar. Allah yarhamou, c'est Mohamed Taïr qui a joué aussi avec Ammar Zahi aussi, qui a fait quand même beaucoup d'orchestres avec Ammar Zahi, avec l'Ajmi Grouabi. Il y a d'autres grands banjoïstes comme Petit Bouh, comme Qadour Cherchali, pratiquement le doyen, et puis il y a Naguib aussi, c'est Mohamed Naguib, qui est aussi l'un des grands banjoïstes algériens. Mais qui dit musique chabi, dit banjo. Hein, oui, dans l'orchestre chabi, il y a le bras droit, il y a les deux bras. Enfin, donc c'est ça. Après, il y a d'autres instruments dans l'orchestre chabi. En tout cas, ce que j'ai noté ces derniers temps, c'est que le chabé est redevenu. C'est pas qu'il est redevenu à la mode. Ce n'est pas le mot exact puisqu'il a toujours été tendance. Mais ce que je veux dire, c'est que les plus jeunes commencent à chanter chabé. Je sais très bien que le chabé était pour on va dire une certaine catégorie de gens, donc les nes li yahbou kimeqoudou ydoqouzin l'iklam et tout. Mais là, j'ai remarqué qu'à travers les réseaux sociaux, donc beaucoup de tubes, donc des années 70, entre autres, alors c'est Dahmal Harachi. Voilà. Oui, bien donc Dahmal Harachi est en train de revivre à travers les réseaux sociaux et j'ai entendu beaucoup de très jeunes, des adolescents de 15-16 ans, qui fredonnent des chansons de Dahmal Harachi. Et ça m'a vraiment oui, bien sûr, même Ammar Zahi aussi, parce que en fait, il a innové, il y a de l'innovation quand il te joue une Esmeralda après un club et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, aujourd'hui, il y a carrément des forums de soirées d'orchestre chabi d'Ammar Zahi à partir de 22h30 avec les passionnés de la musique chabi. Yazid, oui. Je suis sûr que tu y vas, toi. Oui, quand tu peux. On est bien servi, on est à la maison. On va pas dans des orchestres. C'est le chabi version 2.0 en fait. Ah, voilà. D'accord, ok. Alors on va tous y aller. Voilà. Alors un dernier mot, Yazid. Eh bien, je pense, un dernier mot par rapport à cette information que j'ai eue récemment, c'est l'ouverture d'un cinéma dans la ville de Guelma. La réhabilitation d'une salle de cinéma, et je pense que c'est une information de taille pour la culture, pour que les gens puissent également, à l'intérieur du pays, puissent y aller voir des films et puis faire du théâtre, etc. Et c'est une réouverture, Yazid? Oui, c'est en fait une réhabilitation. Il y a eu, parce qu'on avait beaucoup de salles dans les années 70, certaines ont été pratiquement reconverties vers d'autres rôles, je pense, pour d'autres missions, mais ils sont en train de réhabiliter d'autres salles de cinéma, mais il leur faut aussi leur encadrement, leurs animateurs, etc. Il faut tout un programme, en fait. D'accord, donc opérationnelle la oui, salle elle est de cinéma. opérationnelle, en fait. Oui. Ah, très bien, très bien. Alors, Yazid... Alors, on dit pour les nouveau-nés, les lionceaux, marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Et happy birthday pour les 5 lionceaux de Mosta. Pour les 10 lionceaux de Mosta. Donc, vraiment un événement et une fierté, puisque pour pouvoir mener à terme la gestation de ces 5 lionceaux... Et on va se procurer l'un des romans de Jean Fosse pour lire sans point, sans virgule, dans le Nio norvégien. Je compte sur toi, Yazid. Je suis sûr que toi, tu nous dégoteras le livre. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Yazid. Merci beaucoup, Yazid Mahiddine. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Voilà. Et puis, on doit prendre quand même un petit jus, quand même. Allez, vas-y, Yazid. Voilà, moi je vous dis merci de nous avoir suivis. On arrive à la fin de notre émission. C'était Bonjour d'Algérie. Je vous dis, restez toujours sur Canal Algérie, puisque les programmes continuent. Je vous dis merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Au revoir.